va essayer d'expliquer de manière succincte mais assez précise le mouvement d'un objet qui est soumis à un champ de pesanteur, uniquement au champ G, ce qu'on appelle la gravité. Prenons l'exemple d'un objet qui chute libre, verticale, donc un objet de masse m. En imaginant de manière purement de construction intellectuelle que l'objet est dans le vide, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de résistance de matériaux en plus. La seule force qui va s'appliquer au système, c'est son poids. Donc comme on a donc que le poids, la somme des forces est égale à P, donc sur une résultante qui est différente de 0, on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Comme on applique la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces est égale à masse fois accélération. Donc le poids P est égal à m fois l'accélération. Tout ça en termes de vecteurs. Selon le repère considéré, donc avec les axes qu'on va vous donner, eh bien cette équation va se transformer en P égale ma ou P égale moins ma. Le signe moins donc traduira finalement l'orientation selon l'axe. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la formule du poids, donc P est égal à m fois g, masse fois la gravité, donc l'intensité de pesanteur. Et en mettant donc les deux équations en relation, on en revient donc à trouver que l'accélération de ce point, qui est en chute libre, et c'est l'accélération A, est égale à g, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur qu'on appelle la gravité. Comme on a donc la valeur de la gravité, moyennant non pas maintenant des dérivées, mais ce qu'on appelle des primitives, c'est-à-dire qu'en remontant finalement l'équation horaire, on va pouvoir retravailler donc la notion de vitesse et d'accélération. Et surtout la position. L'accélération, c'est dv sur dt. Quand je vais prononcer donc, c'est par rapport à la dérivée. Ce qui veut dire que maintenant qu'on a trouvé g, on peut donc écrire que dv sur dt est égal à g. dv, c'est donc égal à g fois dt, puisqu'on peut transformer ce système de dérivée par rapport à un nombre rationnel. Et moyennant la primitive, on sait que le calcul pourra nous amener donc à ce que la vitesse v soit égale à moins g fois t, plus une constante. Une constante sera déterminée par rapport aux paramètres initiaux de la vitesse entre les temps t et t0 qu'on va lui donner. Maintenant qu'on connaît donc notre vitesse, qu'on sait aussi que notre vitesse c'est dx sur dt, on met tout ça donc encore dans une seconde équation. Donc on va avoir comme équation que dx sur dt est égal à moins vt plus la constante. On fait le système d'intégration et à g fois t plus une constante. Et on revient donc au système de primitive qui nous amènera donc à ce que la coordonnée x sera égale à moins 1/2 g fois t carré, plus la première constante fois t, plus une seconde constante d'intégration due aux conditions initiales de l'intégration. Et maintenant on fait le cas d'une chute libre dans un fluide, type de l'air, où on va considérer les frottements, un milieu liquide, gazeux suffisamment dense pour avoir des forces de frottement. On va donc avoir dans le bilan des forces le poids P dirigé vers le bas, puisqu'on considère que l'objet chute. Mais on a aussi donc les forces de frottement qui vont s'opposer dans le sens inverse au déplacement, qui veulent donc ralentir le mouvement. Donc pour ça, on va avoir P descendant et des forces de frottement qui vont aller en sens contraire. Ce qui va amener donc lorsqu'on va faire le bilan des forces avec le développement, puisque les forces de frottement vont avoir une formule relative à la vitesse, principalement donc proportionnelles à la vitesse v. On peut trouver aussi des forces de frottement proportionnelles à v carré. On va obtenir donc ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est une expression mathématique où dans l'équation, on a à la fois donc un terme, par exemple du x, et on va avoir associé dans la même équation donc sa dérivée, voire même sa dérivée seconde. Donc on va avoir quelque chose qui va être en dx sur dt plus a, une constante, facteur de x égale b. Voilà, ça c'est l'équation différentielle. Et les équations différentielles, alors ça sera le point à faire avec les mathématiques. Il y a une résolution très particulière qui sera faite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le fait d'aboutir à l'équation qui va montrer qu'il y a toujours donc une différence lorsqu'il y a frottement et lorsqu'il n'y a pas frottement. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas donc suivre une évolution linéaire de vitesse et de suivre aussi donc ce qu'on a vu donc précédemment avec position, vecteur et accélération, des courbes qui sont relativement simples. Alors pour le cas d'un mouvement de chute libre, mais à mouvement projeté, tir de volley-ball, pétanque, tir au tennis, si on prend le cas d'un tir de boulet de canon, bref, tous ces objets qui sont donc projetés avec une vitesse initiale v0 et qui vont avoir normalement une trajectoire parabolique jusqu'à retomber sur le sol.
types d'équations-là, on va prendre le même système, donc c'est un objet plutôt sphérique, concentré en une masse en un point, et on va faire son bilan des forces. On va considérer qu'il n'y a que le poids P, encore une fois, il n'y aura pas de frottement, l'air étant trop faible dans notre étude pour considérer qu'il y a vraiment une force de frottement intéressante. Et lorsqu'on fait toute la résolution avec la même démarche, notre seule difficulté, à mon sens, ce sera donc de faire donc les intégrations et correctement les équations par rapport aux coordonnées, parce que du coup on va être en coordonnées non pas unidimensionnelles, mais en coordonnées bidimensionnelles. Et lorsqu'on va donc faire les intégrations une à une, donc de position vers la vitesse, et de vitesse vers accélération, il faut toujours se reporter aux conditions initiales, c'est-à-dire de quel endroit je pars. Donc si je pars de l'origine 0, j'ai donc x0, y0, z0, qui vaudrait 0. Si par contre ces éléments, comme le tir donc de service match volleyball, on part avec une certaine hauteur, ou lorsqu'on parle d'un lancer de pétanque, la balle ne part pas de 0, elle peut partir d'une hauteur h depuis donc la personne. Ce qui fait que donc les valeurs de constante qu'on propose ici dans la résolution d'équation sont à changer. Elles ne sont pas toujours égales à 0, il faut donc le faire au cas par cas par rapport à la situation initiale. Ici, donc, sous forme de tableau, on va présenter selon donc, deux colonnes. On va présenter donc la portée et on va présenter ce qu'on appelle la flèche. La portée, c'est simplement donc c'est la distance la plus longue parcourue, c'est-à-dire l'endroit où l'objet va retomber. C'est ça la portée. Et la flèche, c'est l'altitude maximale que va atteindre l'objet lorsqu'il va être projeté. Donc, en termes donc, de résolution, on a présenté ici donc, les déroulés d'équations qu'il faudrait faire. Le principe est relativement en fait compréhensible. La portée, donc l'objet doit redescendre sur Terre. C'est-à-dire que lorsqu'on a trouvé son équation, sa trajectoire paramétrique, eh bien on est en mesure de dire qu'il y a donc forcément une des deux coordonnées qui doit s'annuler. Et comme elle doit s'annuler, on peut du coup retrouver la valeur de la deuxième coordonnée qui répond à l'équation. Lorsque c'est la flèche, on va plutôt prendre le système de vitesse. C'est-à-dire que si l'objet atteint une flèche, c'est qu'il ne peut plus monter. Et donc il ne peut plus monter, c'est parce que sa vitesse dans cette coordonnée atteint 0. Et on va partir donc de cette information-là pour dérouler l'information, donc l'équation, de manière à retrouver soit l'angle d'incidence, soit la valeur donc, initiale à donner à l'objet pour atteindre cette flèche.